Imaginez qu'à une époque où la délinquance scolaire est à son paroxysme, une école accepte tous les marginaux, les déscolarisés, les délinquants de tout un pays. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé en avril 1988 dans le lycée Hokusei Yoichi. Bienvenue dans l'histoire du lycée le plus dangereux de tout le Japon. Dans les années 70 au Japon, pour parler des garçons délinquants, on parle de tsuppari. Et chez les filles, on parle de skeban. Ces jeunes se regroupent et forment des clans pour s'affronter autour de questions de territoire ou juste de réputation. Et en 1980, on atteint le sommet de cette culture avec les Bosozoku. Ces délinquants sur des motos qui se déplacent en cortège armés de barres de fer ou de sabres en bois. Mais au Japon, vers le milieu des années 80, les délinquants prennent une nouvelle inspiration, celle des gangs américains. Et leur appellation, fatalement, s'américanise. On les appelle les Yankees. Les hommes Yankees de l'époque se caractérisent par leur coiffure pompadour, leur uniforme scolaire de longueur non standard modifié, leurs pantalons larges et un cartable aplati. Les femmes Yankees gardent le style des longues jupes des skebans, avec également comme accessoire un cartable aplati. Bref, c'est tout un style et c'est d'ailleurs ce qui les rend si uniques et identifiables. Toutefois, la violence et les délits commis par cette génération n'a absolument rien à envier à leurs prédécesseurs. Et un très bon représentant de cette culture, c'est Yoshie Hiroyuki. Ce jeune de 16 ans, abandonné dès la naissance par sa mère, mis à l'écart par son père et sa belle-mère, n'a clairement pas ce qu'on appelle un cadre familial idéal. Ce manque cruel d'amour et de ce qu'on appelle communément un foyer, il le compense avec une violence sans limite. Rapidement dans sa ville natale, à Nagano, son nom se répand un peu partout dans les gangs de lycéens. Même dans son lycée, le lycée Higashi Nagano, il est craint. C'est un dur à cuire, une tête brûlée, qui n'a pas peur de prendre des coups. À part ôter la vie, il a quasiment déjà tout fait, vol de vélo, de moto, bagarre, casse, intimidation et j'en passe. Vraiment, il n'a peur de rien, mais même un garçon comme lui peut goûter aux émois des premiers amours. Alors bien sûr, à l'époque, les relations, ça ne se passait pas vraiment sur le portable. En 1987, Nokia, en partenariat avec Mobira, sort un des premiers téléphones portables, le Mobira Cityman 900. Ouais, c'était plus lourd et même plus encombrant qu'une brique, alors imaginez la taille de la carte SIM. Bon, ok, à l'époque, il n'y avait pas de carte SIM, mais ce serait bête aujourd'hui à avoir à insérer quelque chose de physique dans son téléphone pour pouvoir contacter quelqu'un à l'autre bout du monde. Et c'est pour ça qu'avec une eSIM, tu peux avoir de la connexion absolument partout dans le monde. Et d'après mon expérience, le meilleur là-dedans, c'est Ubigi. Suisse, Chine, Corée, Taïwan, Japon et même récemment Royaume-Uni, c'est toutes les destinations où j'ai personnellement utilisé Ubigi. Et je peux vous dire que j'ai testé et approuvé. Tu peux directement configurer ton eSIM sur l'application et tu n'as à le faire qu'une seule fois. Tu choisis ton forfait et une fois sur place, dès l'atterrissage, tu peux activer les données cellulaires et tu peux avoir de la connexion nickel. Pour le Japon, forcément, le forfait que je vous recommande, c'est le 10 Go pour 30 jours. En moyenne, juste comme ça, c'est 6 fois moins cher qu'un Pocket Wi-Fi. Et pour ceux qui veulent vraiment avoir une grosse consommation sur place, eh bien vous avez un forfait avec data illimitée. Et ce qui me surprend vraiment personnellement, c'est que au Japon, en fait, comme ça se connecte toujours au meilleur réseau disponible, et bien ironiquement, vous avez une meilleure connexion que les Japonais eux-mêmes. Et c'est pour toutes ces raisons que Ubigi, c'est le fournisseur officiel eSIM pour l'exposition universelle à Osaka en avril 2025 jusqu'à octobre 2025. Donc vraiment, si vous venez au Japon, pensez à Ubigi. Vous avez 10% de réduction avec le code Louis et vraiment, vous n'aurez plus aucun problème. Nous sommes en 1987, un an avant l'avènement du lycée le plus dangereux du Japon. Yoshie est en première au lycée Higashi Nagano et cela fait déjà plusieurs mois qu'il a déclaré sa flamme à la fille la plus populaire de sa promo. C'est la demande à la japonaise, ce qu'on appelle le kokuhaku. On déclare très solennellement et explicitement ses sentiments à l'autre et à la fin, on baisse la tête et on prononce ces mots. Suki desu! Sukiatte kudasai! Ah oui, c'est très formel, et visiblement être un bad boy ça fonctionne plutôt bien parce qu'elle accepte. Le jeune homme est ravi, et il a beau être un délinquant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas galant avec les femmes. Ils enchaînent plusieurs rendez-vous amoureux, après les cours ou pendant le week-end. Cependant, ce manque de prudence sera le premier mouvement décisif qui fera basculer la vie de Yoshie. Les pièces s'alignent inlassablement pour le mener vers le plus gros incident de sa vie. En effet, la relation de Yoshie va se faire remarquer par la personne qu'il ne fallait pas. Le professeur principal de sa copine. Ça paraît étrange, mais au Japon, c'est assez courant qu'un professeur se mêle de la vie privée, voire même de la vie amoureuse de ses élèves. Et si aujourd'hui c'est encore le cas, en 1987 c'était vraiment une évidence. Si tu sors avec quelqu'un comme ça, ton avenir va devenir un grand foutoir. Les mots sont durs, la fille les encaisse et se tait. Mais lorsque Yoshie va apprendre les mots prononcés par le professeur principal à l'égard de sa petite amie,
vous vous doutez que sa réaction va être un peu moins sage. Son sang ne faisant qu'un tour, une rage brûlante lui monte au crâne. Qu'on le malmène, qu'on le maltraite, qu'on l'insulte, d'accord. Mais savoir qu'une personne à qui il tient subit des pressions indirectement par sa faute, ça clairement, il ne pouvait pas laisser passer. Yoshie rentre dans la salle de classe et confronte l'enseignant. Ce dernier paniqué aperçoit une colère noire dans les yeux de l'adolescent. Il saisit dans la hâte ses mains pour essayer de se défendre, mais rien à faire. La rage de l'étudiant le rend bien trop fort. Lui qui est un habitué des combats de rue ne fait qu'une bouchée de l'enseignant sur la défensive. Il étale la tête du professeur sur son bureau, puis une fois bien maîtrisé, Yoshie, les yeux toujours remplis d'aversion, saisit le briquet dans sa poche et devant toute la classe, il met le feu aux cheveux du professeur. Mais ce n'est pas fini, Yoshie considère que le professeur n'a pas encore tout à fait réglé sa dette. Coup après coup, il le frappe de plus en plus fort et c'est vraiment un passage à tabac à sens unique. Il faudra attendre l'intervention de plusieurs étudiants pour maîtriser et contenir le lycéen. Et cet événement, c'est le premier qui fera basculer la vie de Yoshihide Hiroyuki. Quelques jours après l'incident, le verdict est sans appel. L'école déclare son changement d'orientation et c'est juste une manière plus polie de dire qu'il est renvoyé définitivement. À la maison, c'est le père de Yoshihide qui apprend en premier la nouvelle, même si ce n'est pas réellement une surprise vu que son fils depuis plusieurs jours reste cloîtré entre quatre murs. Après un énième soupir, son regard change. Yoshihide ne regardait même pas son père dans les yeux lorsqu'il a encaissé ces mots. Il se dit que c'est la suite logique, après tout. Il se retrouve renié par sa famille et il est livré aux services sociaux. Peu de temps après, on lui trouve une place dans une famille d'accueil et même si ses parents adoptifs l'accueillent du mieux qu'ils peuvent, sa situation ne s'améliore guère d'un pouce. Malheureusement pour lui, suite à l'incident, aucune école n'accepte son dossier et il reste alors déscolarisé. Effectivement, au Japon, la scolarité obligatoire s'arrête au collège. Après l'âge de 15 ans, le service public n'a aucune obligation d'accepter des élèves, surtout s'ils sont problématiques. Le jeune homme, encaissant les échecs coup après coup, se retrouve dans un état émotionnel pitoyable. Faut comprendre qu'il voue une haine viscérale envers tous les adultes. Sa mère l'a abandonné à la naissance, son père et sa belle-mère l'ont trahi, ses profs l'ont humilié et maintenant c'est le système tout entier qui le rejette. Maintenant, dans sa tête, il se pose toujours la même question. Qu'est-ce qu'il me reste? Tout dans sa vie est décidé par les autres, il n'a absolument aucun contrôle. Il a cette sensation d'être baladé constamment de foyer en foyer sans qu'il puisse rien y faire. Alors sa réponse à Yoshihide, c'est l'isolement. Yoshihide devient pendant plusieurs mois un hikikomori, ne sortant pas de sa chambre, limitant les interactions sociales au minimum. Les idées noires continuant d'affluer dans son esprit, il décide de prendre un vrai choix dans sa vie, celui de se la retirer. Lorsque Yoshihide se réveille dans son lit d'hôpital, la première chose qu'il se dit, c'est même ma mort, je l'ai raté. Mais si le sort lui était favorable, c'est pour qu'en mars 1988, plusieurs mois après l'incident avec le professeur, plusieurs semaines après sa tentative manquée, il découvre dans le journal cet article qui va changer sa vie. Nous nous adressons à tous les rejetés du système. Nous vous accueillons. Un lycée dans le nord du Japon déclare accueillir tous les élèves, les marginaux, les déscolarisés, tous. Le message de cette école s'adresse à eux. Le passé de ceux qui sont prêts à réessayer n'est pas important. C'est beau, mais alors pourquoi le lycée Hokusei Yoichi a pris une telle initiative? Ce n'est effectivement pas uniquement par bonté d'âme que le lycée a décidé d'accueillir toutes les, entre gros guillemets, raclures du pays. Non, l'objectif principal c'est d'accueillir suffisamment d'élèves pour faire en sorte d'empêcher la fermeture de l'établissement qui ne comptait plus assez d'élèves. Cette initiative est une première nationale et cette stratégie, bien que dangereuse, fonctionne. En avril 1988, 50 élèves éparpillés à travers tout le Japon qui ont été considérés comme indésirables par le système se dirigent vers le lycée Hokusei Yoichi pour y faire leur entrée des classes. Et parmi eux, vous l'avez compris, se trouve Yoshihide Hiroyuki.
Sur l'île de Hokkaido, les températures étant plus basses que dans le reste du Japon, dans les salles de classe comme celle-ci, il y a un poêle à bois installé à côté du bureau du professeur. Ça permet de réchauffer un minimum la classe contre le froid absurde de l'extérieur. Mais pour les élèves actuellement, c'est le cadet de leurs soucis, l'ambiance de classe est électrique. En même temps, il ne fallait pas s'attendre à un miracle. Chaque nouvel élève dans cette classe s'est fait renvoyer par son lycée d'origine. Et oui, je dis nouveau parce que dans le lot, il y avait également les élèves turbulents qui étaient déjà là de base au lycée Yoichi. Je m'appelle Adachiko Toshiko, je serai votre professeur principal cette année. La prof principale, à peine rentrée, en profite pour se présenter immédiatement aux nouveaux élèves de sa classe, la première C. Elle le sait, probablement cette année sera la plus difficile de toute sa carrière. Gérer et mater autant d'éléments perturbateurs en même temps, va falloir une bonne dose de courage et de chance. Oui, parce que les élèves sont quand même plus habitués à commettre des délits qu'à faire leurs devoirs. Et les mettre dans la même pièce, c'est comme amorcer un battle royal pour savoir qui sera au sommet de la hiérarchie des délinquants. Alors Adachi Sensei va se battre pour faire en sorte que ses élèves retournent dans le droit chemin. Pendant ce temps-là, les élèves, eux, veulent se battre. Tout court. Enfin, surtout ils cherchent une excuse pour se battre. Et l'excuse, eh bien écoutez, elle est toute trouvée. Comme je vous le disais, une des caractéristiques des Yankees, c'est de modifier et de customiser leur uniforme scolaire. Mauvaise habitude qu'ils ont tous emporté avec eux jusque dans leur nouveau lycée. Professeur, tu pleures quelque chose, leurs uniformes ils sont pas en règle, non? Un des membres des délinquants originaires de la ville s'attaque à la tenue des nouveaux venus. La pagaille et le ton commencent à monter de part et d'autre. Avec d'un côté les nouveaux et de l'autre les locaux qui veulent asseoir leur autorité. Fatalement, Yoshie, qui avait bien sûr son uniforme modifié, se retrouve dans le feu des critiques. Yoshie se lève brusquement, les élèves autour de lui sont surpris, mais ce ne sont pas eux les cibles. Il s'avance d'un pas lourd et déterminé vers l'enseignante. Il retire sa veste de son uniforme et l'enfonce dans la poêle à bois. Vous êtes satisfait comme ça ? Oui, la cérémonie d'ouverture du lycée n'a même pas encore débuté que Yoshie vient devant toute la classe de brûler son uniforme. Et j'avoue quand même que le move est plutôt badass. La professeure Adachi n'a rien vu venir, les élèves eux non plus, vraiment tout le monde est bouche bée et abasourdi. Ça y est, Yoshie a déjà attiré l'attention sur lui, il est repéré par le corps enseignant, mais aussi par les autres élèves. 543 933, c'est le nombre de harcèlements qui a été recensé en 2019 dans les établissements du primaire et du secondaire au Japon. Sur 13,6 millions d'élèves, ça fait quand même 4%. Sur une moyenne de 25 élèves, on est à tout pile un bouc émissaire par classe. C'est trop. Mais comparé à ce qui se passe dans le lycée Yoichi, c'est une utopie. Je t'ai pris pour qui, connard ? Nous sommes dans les dortoirs, Yoshie est installé à l'étage avec 5 autres de ses camarades. Et disons qu'ils apprennent à faire connaissance. Pour loger les étudiants fraîchement venus depuis tout le Japon, l'école a dû s'organiser en dernière minute et convaincre les habitants de la région de transformer leur maison en pension. Mais les locaux, peu habitués à recevoir autant d'animations, n'étaient pas si tristes à l'idée de recevoir des jeunes vigoureux chez eux. En revanche, ils ne se doutaient peut-être pas que leur domicile devienne le théâtre d'une telle violence. Yoshie crache du sang sur le sol. La raison ? Il n'a pas cédé à la requête débile d'un étudiant de 3e année, une classe au-dessus de lui. Ce manque de respect pour la hiérarchie lui a coûté cher. Il appuie sur son torse et vérifie qu'il n'a pas de côte cassée. Rien, ça va, il a connu pire. Ici, on ne peut pas vraiment parler d'Ijime, l'harcèlement scolaire japonais. C'est plus une question de règlement de compte entre des mini-gangs qui se forment dès le début de l'année scolaire. Ils se sont mis à 5 pour tabasser Yoshie, mais il connaît le leader, Mamoru. Il suffit toujours de trancher la tête pour que le reste du corps tombe. Alors Yoshie prend son mal en patience. Dès qu'il sera rétabli, il lui rendra la monnaie de sa pièce. Et dans une pension où aucune des chambres n'est équipée d'un verrou, c'est pas très compliqué de savoir comment Yoshie va se venger. Yoshie enfonce un torchon dans la bouche de Mamoru pendant son sommeil. Ce dernier, surpris, n'a pas le temps de cligner des yeux qu'il se prend un violent coup de pied à pleine puissance dans le ventre. C'est l'heure de la vengeance. Il est 4 h du matin et ses sous-fifres dans les chambres à côté dorment. Là, ça se passe uniquement entre Mamoru et lui. Le passage à tabac est réel, aussi violent que celui que Yoshie a subi. Peut-être même un peu plus. Après plusieurs minutes à se défouler, Yoshie s'arrête. Ses pieds et ses poings sont couverts de sang et Mamoru, lui, sur le sol, ne bouge plus. Comme Yoshie ne peut pas décemment refermer l'œil de la nuit, il décide de descendre les escaliers et de sortir. Il erre dans les rues froides et vides de la ville et avec le silence et la neige, il médite. Sa tête se rafraîchit et ses idées deviennent de plus en plus claires. Je ne peux pas continuer comme ça. Même un gars comme lui admet que la violence n'engendre que la violence. À 5 contre 1 dans le même dortoir, il sait qu'il ne tiendra pas longtemps et qu'à force, il sera obligé de quitter le lycée. Sauf que... il n'a nulle part où aller.
Il sait qu'il a vraiment tabassé Mamoru jusqu'à ce qu'il tombe inconscient et lui et les autres ne le pardonneront jamais. Il n'a plus qu'à plier ses bagages et plusieurs fois il se dit que c'est trop tard, autant abandonner. Mais après 2 heures dans le froid, il décide enfin de retourner à la pension pour affronter ses problèmes et arrêter de fuir. Yoshihide s'est mis un torchon dans la bouche. Il n'a jamais fait ça, mais c'est comme s'il avait de l'expérience en la matière. De longues minutes passent et Yoshihide sort enfin de sa chambre en boitant. Il se tient devant Mamoru bien amoché et il lui demande pardon. Les autres camarades regardent la scène. Le pied de Yoshihide laisse derrière lui une longue traînée de sang, et ses doigts en sont couverts aussi. Dans ses mains, il tient un papier journal qui lui aussi à l'intérieur est ensanglanté. Mamoru récupère le paquet et aperçoit dans le papier journal les ongles de pied entiers de Yoshihide. Au Japon, pour demander pardon après une faute grave, juste s'excuser, c'est trop facile. Dans la culture yakuza ou même yankee, un sacrifice est nécessaire. Il peut être réclamé, mais il peut aussi être offert de son propre chef, exactement ce que vient de faire Yoshihide. Pour symboliser son pardon, Yoshihide a décidé de se retirer les ongles de son pied droit pour les offrir à Mamoru. Et ce dernier n'est pas insensible à la détermination de Yoshihide, et il va pour... C'est la professeure principale, Madame Adachi. Elle a entendu les adolescents à l'étage et après avoir salué convenablement les autres, elle décide de monter les escaliers pour voir si tout va bien. Vite, vite, les élèves se mettent à ranger absolument tout le bazar qu'ils ont mis. Yoshihide part enfiler une chaussette et nettoyer les traces de sang. Lorsque l'enseignante arrive à l'étage, elle voit les élèves en train de se préparer sagement pour leur journée de cours. Même si, bon, Adachi-sensei n'est pas stupide, elle voit bien que quelque chose cloche. Mais en voyant tout le monde coopérer pour déguiser la situation et lui mentir, elle y voit du positif. Un premier pas. Tout le monde coopère ensemble. Tout le monde. Yoshihide et ses camarades. Pfiou, ils ont échappé à la catastrophe. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Une fois Adachi-sensei parti, Mamoru accepte formellement les excuses et le sacrifice de Yoshihide et accepte de passer l'éponge. Personne ne doit tenir rigueur de ce qui s'est passé cette nuit à Yoshihide et cette histoire doit rester entre eux. C'est une très bonne nouvelle, les choses devraient rentrer dans l'ordre pour Yoshihide. Les autres délinquants de son dortoir ont reconnu sa valeur et son honneur, et il s'en sort seulement avec une jambe boiteuse. Il faudra juste faire en sorte de ne pas se faire repérer par le corps enseignant, mais ça, à moins qu'il y ait vraiment un événement particulier, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. Le principal du lycée Hokusei Yoichi a enfin terminé son discours. Il est minuit et la course va commencer. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une course annuelle auquel tous les étudiants doivent participer. Elle est inscrite dans l'école comme vraiment une tradition depuis sa création. Et pas d'inquiétude, même si je parle de course, tout le monde peut aller à son rythme, ce n'est pas une compétition. Le but, c'est avant tout de la finir. Ouais, de la finir. 70 km. C'est la distance que les lycéens vont devoir parcourir d'une seule traite. La course traverse des zones forestières, des collines, des champs et même des routes côtières offrant une vue sur la mer du Japon. Bref, même à une allure constante et dynamique de 5 km/h, il faut 14 heures pour terminer cette course. Vous comprenez tout de suite mieux pourquoi elle démarre à minuit. Alors si dans des conditions normales la course est déjà assez extrême, imaginez-la avec une jambe boiteuse. Ça y est, le coup de feu est donné, la course commence. Yoshihide ne dit rien, il demande même à ses camarades de ne pas le regarder, de ne pas le plaindre, de partir devant sans rien dire. Il ne faut surtout pas que les enseignants se doutent de quoi que ce soit. Surtout Adachi-sensei qui sent clairement que quelque chose s'est passé depuis les derniers jours. La course est longue, terriblement longue. À chaque pas, Yoshihide entend sa jambe lui crier de ne pas en faire un seul de plus. Mais courageux, il ignore la douleur. Le pied est totalement affecté et la douleur lancinante a laissé place à un engourdissement général de sa jambe droite. Mais Yoshihide n'arrête pas d'avancer. Il est guidé par sa volonté et la douleur de ses expériences passées. L'abandon de sa mère, le rejet de son père et le regard assassin de tous les adultes qu'il a croisés jusque-là. À côté de ça, il se dit que cette course n'est qu'un pur délice. Pourtant, malgré tout ce qu'il se dit, eh bien il y a un adulte non loin de là qui veille sur lui. L'enseignante Adachi Toshiko. Elle voit très bien que l'état de Yoshihide n'est pas normal, mais elle serre les dents en se disant qu'elle ne veut pas gâcher les efforts de son élève. 22 heures plus tard, Yoshihide, à peine encore conscient, franchit la ligne d'arrivée. Mais il n'aura pas vraiment l'occasion de la fêter parce qu'il s'effondre devant tout le monde. Yoshihide se réveille dans l'infirmerie. Forcément, ils lui ont retiré ses chaussures et ils ont vu l'étendue des dégâts. Ils savent que quelque chose cloche parce que même une course de 70 km ne peut pas retirer aussi nettement des ongles de pied. À ce moment-là, l'adolescent n'a plus vraiment le choix.
Il avoue tout à Adachi Sensei, qui en vérité savait déjà tout. La bagarre, la revanche, le sacrifice, mais le fait que Yoshie vienne lui en parler, eh bien ça lui procure beaucoup de bonheur. C'est le premier pas en avant d'un garçon qui avait perdu confiance envers les adultes. Je suis contente Yoshie, je serai toujours là pour t'écouter et t'aider, tu le sais? Bon, faute avouée, à moitié pardonnée, mais qu'à moitié pardonnée. La punition pour avoir tabassé un de ses camarades, c'est l'exclusion temporaire. Oui, il a frôlé la catastrophe. Mais il n'est pas pour autant tiré d'affaire, parce que qui dit exclusion, dit ni école, ni pension. Et comme Yoshie ne peut décemment pas retourner à Nagano chez son père, eh bien, il est un peu coincé. Mais ça, bien sûr, c'était sans compter sur Adachi Sensei. La volonté de cette femme pour venir en aide à ses étudiants est vraiment inépuisable. Comprenant que Yoshie ne peut pas retourner à Nagano chez son père, elle va faire des pieds et des mains pour jouer de son réseau et finir par trouver un logement pour l'adolescent, une ferme du coin. Là-bas, le délinquant va découvrir le travail manuel, les horaires difficiles, mais aussi les plaisirs simples de la vie. Il progresse et surtout apprend la discipline. Et peu à peu, son cœur commence à s'ouvrir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tous les camarades de son dortoir ont avoué leur faute. Et tout le monde s'est fait exclure. Effectivement, Mamoru et ses camarades ont avoué avoir tabassé Yoshie parce qu'ils estimaient que ce n'était pas juste que seulement Yoshie soit puni. Et à ce moment, il arrive quelque chose qui n'est jamais arrivé dans la vie de l'adolescent. Pour la première fois de sa vie, sans menace, une personne va baisser la tête devant lui. Et pas qu'une seule, c'est tous les camarades de son dortoir qui s'excusent. La scène est émouvante et les larmes montent jusqu'aux yeux du jeune homme, mais tout ce qui sort de sa bouche, ce sont des insultes, avec bien sûr une connotation amicale. Tout semble rentrer dans l'ordre. Enfin, presque tout. En apprenant le raffut, les anciens hôtes refusent catégoriquement de reprendre les délinquants. Et j'avoue qu'on ne peut pas vraiment leur en vouloir, et c'est pour ça qu'une fois de plus, Adachi Sensei va venir à leur secours. Elle arrive à convaincre carrément des parents d'élèves pour loger les 6 enfants turbulents. Définitivement, Adachi Sensei, c'est vraiment la professeure la plus dévouée de tout le pays. Mais malgré ses efforts, ça reste des adolescents pas encore tout à fait conscients. Des jeunes cons, si vous préférez. Ils ne seront pas reconnaissants tout de suite, mais après plusieurs expériences du même style, ils commenceront à comprendre l'impact positif que cette enseignante a sur leur vie. Tous? Non, pas Yoshie. Son cœur a commencé à s'ouvrir, mais il ne peut pas faire confiance aussi rapidement à des professeurs. Et puis, c'est loin d'être le seul, parce que le lycée le plus dangereux du Japon, il est loin d'avoir perdu sa réputation. La situation en classe ne s'améliore pas d'un coup. On reste dans une classe de délinquants où, même si on est encore au lycée, eh bien les élèves les plus âgés ont jusqu'à 24 ans. En plus, une fois majeur, donc l'âge de 20 ans au Japon, c'est encore plus dur de les contenir. Casse de vitres, bagarres, guerre de gang. Et ça, c'est sans compter les innombrables retards et absences qui peuvent y avoir tout au long de l'année. Oh, et puis ça, c'est sans compter les 143 incidents qui impliquent des étudiants avec du tabac. Oui, ils ont été surpris en train de fumer une clope au lycée. Yoshie en fait bien sûr partie et j'ai une très jolie photo d'archive. En fait, c'est pas que Yoshie n'a pas envie de réussir, c'est que c'est pas aussi facile de changer de mode de vie du tout au tout comme ça. Faut qu'il apprenne à résoudre ses problèmes autrement qu'avec les poings ou en se découpant les ongles. Et il doit reprendre la conscience de qu'est-ce qui est bien, de qu'est-ce qui est mal. Ouais, on part de là. C'est pour ça qu'il va falloir être patient, très patient. Et Adachi Sensei, eh bien écoutez, elle a signé pour ça. À chaque incident, elle prend Yoshie à part pour lui faire la morale, et à chaque fois, l'adolescent fait semblant de ne pas écouter. Sauf que Adachi-san, c'est aussi un être humain, et elle a des limites. Pour la énième fois, Adachi Sensei vient chercher Yoshie au commissariat. Cette fois-ci, c'est pour un vol de vélo. Elle est à bout. À chaque fois qu'elle pense que le lycéen a compris la leçon, il recommence, et recommence, et recommence. C'en est vraiment désespérant pour elle. Alors ils se retrouvent tous les deux, assis, à attendre que le policier termine son travail. Elle ne dit rien, et lui non plus. Mais à force de se faire tellement sermonner par Adachi Sensei, même dans son silence, il entend ce qu'elle a à dire. L'enseignante reste bien muette, le fixant droit dans les yeux, avec un regard à la fois dur et plein de compassion. L'adolescent est partagé entre la reconnaissance, la honte et la culpabilité. La discussion entre les deux commence, des leçons, des reproches, des rejets, quand l'adolescent, à bout d'arguments et dos au mur, décide enfin de poser la question qu'il avait sur son cœur depuis des mois. Pourquoi vous vous préoccupez autant de notre sort? C'est parce que vous êtes des trésors. Cette réponse du tac au tac que Adachi Sensei vient de lui donner, ça va illuminer le jeune homme. C'est vraiment littéralement un flash en pleine figure. On ne lui avait jamais dit ça. Jamais il n'avait reçu de l'amour aussi explicitement de la part de quelqu'un.
何なんだろうこの人はって初めはすごく思ったけど、でもあったかいなっていうふうには感じましたね。Et vraiment, on l'a entendu 15 millions de fois le « Ah, c'est dur au foyer, il a pas d'amour, c'est pour ça qu'il devient comme ça », sauf que c'est cruellement vrai. Je pense que vous comprenez que même si les enseignants rentrent davantage dans la vie privée de leurs étudiants au Japon par rapport en France, la relation entre Adachi Sensei et Yoshihide n'est pas conventionnelle. Elle est particulière et c'est véritablement en tant que mère de substitution que Adachi Sensei agit vis-à-vis de Yoshihide Hiroyuki. とにかく喧嘩っ早いですからね。そういう面でのトラブルもありましたしね。一つ一つ、ここはもう絶対何があってもね、しっかり分かってもらう。しつこくですね、関わるというふうにしましたね。Ah, il était temps. Petit à petit, Yoshihide s'investit dans ses études et adopte un mode de vie plus structuré. Il réalise que l'école n'est pas forcément une contrainte et peut-être une opportunité. Il découvre aussi la puissance du travail d'équipe et de l'entraide. Et ça, autrement que par la force ou la peur. Il s'intègre à des activités scolaires et noue des liens avec des camarades ayant des parcours similaires aux siens. Et progressivement, ce n'est pas seulement Yoshihide, mais toute sa promo qui comprend la chance qu'ils ont reçue de pouvoir venir dans le lycée Hokusei Yoichi. Bien sûr, tout n'est pas rose, certains ont dû être renvoyés chez leurs parents, et d'autres ont dû redoubler plusieurs fois. Sans parler du fait que ça reste quand même statistiquement le lycée le plus dangereux du Japon avec un nombre de règlements de compte, mais vraiment qui font péter les compteurs. Mais progressivement, cette ambiance, elle va être protégée par les élèves eux-mêmes. Et ça surtout en avril 1989, donc un an plus tard, lorsque de nouvelles personnes vont être accueillies au lycée Hokusei Yoichi. En effet, l'école a estimé que la première année était une réussite, alors pourquoi s'arrêter là? Ils ont refait un appel dans les journaux et de nouveaux étudiants ont répondu présents. Et les petits nouveaux, ils ont compris qu'il fallait pas trop jouer au dur avec les troisième années. Car à celui qui viendra perturber le cours parce que c'est avec des coups de poing qu'il le paiera. Et c'est comme ça que petit à petit, ce lycée dans la campagne de Hokkaido commence à se faire connaître comme le lycée de la seconde chance. Mais alors Yoshi, dans tout ça, il en est où? Eh bien pour lui, la bagarre, c'est fini. Il laisse ses camarades mater la génération suivante, lui, il est bien trop plongé dans ses études. Et ça, bien sûr, c'est pour le plus grand bonheur de Adachi Sensei. Surtout que les efforts, au bout d'un moment, ça paye. Fraîchement diplômé du lycée Hokusei Yoichi, en février 1990, Yoshihide intègre l'université Meiji Gakuin en droit. Son objectif, devenir avocat pour changer les règles qu'il considère injustes. Mais à la cérémonie de remise de diplôme, il n'osera pas faire de vrais adieux à la femme qui s'est battue pour changer sa vie. Ça ne fait rien, elle le sait, l'enfant est juste trop pudique. Nous sommes en 1993, ça fait déjà 4 ans que Yoshihide a été diplômé. Actuellement, il est à Yokohama et il crèche dans un tout petit appartement, toujours en train de réviser. Son parcours n'a pas changé, il est toujours en droit, toujours à l'université Meiji Gakuin. Son objectif est clair dans son esprit, coûte que coûte, il veut devenir avocat. Il veut défendre ceux en qui plus personne ne croit. Mais un soir, il va être imprudent. Ses organes sont lourdement touchés, le choc et la douleur lui ont fait perdre connaissance. Il est transporté d'urgence à l'hôpital et le diagnostic vital est engagé. Heureusement, après plusieurs heures, les médecins parviennent à le stabiliser. Toutefois, il reste toujours inconscient. C'est maintenant à lui de remonter à la surface. Il doit lutter pour prouver que sa volonté de vivre est assez forte. Dans l'esprit de Yoshihide, tout est brumeux. Mais il ressent une pression dans sa main. Il suit cette pression et il parvient à remonter à la surface. À ses côtés, la personne qui lui a donné l'envie de vivre. Vous vous en doutez, il s'agit de Adachi Sensei. Oui, Yoshihide croit encore rêver. En apprenant l'accident de son ancien élève, elle a parcouru 1100 km pour se retrouver ici, à son chevet. En larmes, elle saisit la main de Yoshihide, elle lui dit qu'il doit vivre. Ce dernier aura à peine la force de répondre, mais il retiendra ces mots. Anata wa watashi no yume dakara. としても生きてほしいっていう、死んだらダメだよっていうね、そういう思いで語りかけました、私自身は。あなたは私の夢なんだから死なないでって、あなたは夢なんだからって何度も何度も伝えてくれた。あの瞬間ね、何としてでもこのぬくもりに執着したいって思いましたね。救われた命だから、このクソったれの世の中だから傷つき涙する連中がいる。今もこれからその連中に寄り添いながら生きていこうって。どんなに望んでも俺は彼女の子供ではない。だったら彼女の歩いてきた
教育という名の道の続きを歩いていこう。 Nous sommes en 1999, 6 ans après l'accident de moto, et cela fait précisément 10 ans que Yoshihide n'est pas venu dans le lycée le plus dangereux de tout le Japon. Sauf que cette fois-ci, lorsqu'il rentre dans la classe, il ne s'assied pas. Il se tient debout devant tous les élèves. Oui, Yoshihide Hiroyuki est devenu enseignant. Et pas n'importe où, il est revenu s'installer sur l'île de Hokkaido pour être prof dans le lycée le plus dangereux du Japon, le lycée Hokusei Yuichi. Quel cinéma, mesdames et messieurs, quel cinéma! Mais là, on n'est pas dans GTO, on est dans la vraie vie. Et le scénario, il va rien faire pour aider notre jeune professeur. L'ambiance de la classe est catastrophique. Il se présente, mais personne n'écoute. Quand soudain, un des élèves prend la parole devant tout le monde. Vous êtes nouveau ici, non? Pourquoi je devrais obéir à quelqu'un comme vous alors? Yoshihide est encore en train de s'installer à son bureau. Il s'arrête, et d'un coup, la salle devient très silencieuse. J'ai vu pire que toi, alors pose tes fesses et ferme-la. L'élève, pourtant connu pour être le chef d'un gang local, est abasourdi par le langage du professeur. Mais ce qui l'a le plus marqué, ce ne sont pas ses mots, c'est son regard. Ce regard, il le reconnaît, ce n'est pas celui d'un adulte qui veut imposer son autorité. C'est celui d'un homme qui a traversé bien des épreuves et qui dit la vérité. L'élève turbulent se rassoit et obéit. Yoshihide, dès le premier jour de cours, impose son autorité d'une manière assez originale. T'es en retard? Pas de problème, c'est sans pompe devant toute la classe. Il parle vraiment le même langage que les délinquants, autant au sens propre comme au figuré. Et vraiment, il n'y a personne de meilleur que lui pour les comprendre. Ça sert à rien l'école. C'est parce que t'es trop bête pour comprendre son utilité. Wow, brutal. Il sait vraiment trouver les mots justes, Yoshihide. Mais il sait dire aussi les mots qu'il aurait voulu entendre plus tôt dans sa vie. Grâce à ça, il renforce la cohésion de la classe et fait participer tout le monde à des activités parascolaires. Et encore une fois, grâce à ça, il permet aux étudiants d'exprimer ce qu'ils ont vraiment au fond du cœur. En effet, Yoshihide Sensei ne se contente pas d'enseigner les matières scolaires. Il donne aussi des cours sur la rue, l'honneur et la vraie vie. Pour lui, l'éducation, c'est pas juste les maths, l'histoire, la géographie. Non, c'est apprendre aux étudiants et aux jeunes à survivre au monde réel. Et y a pas à dire, grâce à Yoshihide, les résultats sont là. Le taux de décrochage scolaire chute radicalement et les gangs commencent à disparaître du lycée. Les élèves respectent Yoshihide comme un véritable mentor et pour certains, ça devient même une figure paternelle. Tout se passe pour le mieux, mais forcément dans la vie, il faut qu'il y ait des râleurs. Certains parents jugent la pédagogie de Yoshihide Sensei, alias le professeur délinquant, trop violente. Et à cause de ça, l'administration scolaire reçoit des plaintes anonymes qui dénoncent ses méthodes trop musclées. Et vous pensez que Yoshihide, avec tout ce qu'il a vécu dans sa vie, il va avoir quelque chose à faire de ça? Bien sûr que non! Et puis bizarrement, ces méthodes seront beaucoup moins remises en question lorsqu'en 2001, il y a un énorme drama qui frappe le lycée. 79 des 560 élèves de l'école ont consommé de la marijuana et d'autres drogues. Un record absolu. Et vous le savez certainement, mais le traitement au Japon en matière de stupéfiants est bien différent de la France. Au Japon, pour seulement quelques grammes d'herbe, vous pouvez finir derrière les barreaux et ça pendant plusieurs années. Les arrestations d'étudiants ont été massives et ça a mis en péril la survie de l'école. Mais si elle a survécu, c'est aussi en partie grâce à l'aura du Yankee Teacher. Parce que sa renommée, elle commence à dépasser les frontières du lycée et elle s'étend même dans la région, voire même dans le pays tout entier. Et c'est comme ça que les Japonais se rendent bien compte qu'un endroit comme le lycée Hokusei Yuichi, eh bien, il est d'utilité publique. Le nombre d'élèves refusant de fréquenter l'école au Japon est en hausse constante. Même encore récemment, une enquête de la NHK a révélé que, outre les 110 000 collégiens ayant complètement décroché, 330 000 montreraient des tendances à l'absentéisme, portant le total à 440 000 élèves. Les raisons, on les connaît, une mauvaise ambiance en classe, des inquiétudes académiques et des problèmes relationnels. Et je vous avoue que Yankee Teacher, eh bien, il en a un peu assez de se battre à son échelle. Oui, je suis navré, les bonnes choses ont une fin. En 2005, après 6 ans d'enseignement, Yankee Teacher raccroche. Ses adieux au lycée sont terribles. Ses anciens élèves sont dévastés et même d'autres anciens élèves qui ont quitté le lycée depuis belle lurette sont revenus pour lui dire adieu. C'est les larmes des deux côtés et il aura vraiment marqué l'histoire de cette école autant en tant qu'étudiant qu'en tant qu'enseignant. Alors que va-t-il faire maintenant? Est-ce que Yoshihide Hiroyuki a finalement abandonné son rêve de changer les choses? Oh non, bien au contraire. Si les règles ne vous plaisent pas, étudiez dur pour venir les changer vous-même. Oui, Yoshihide
est devenu politicien. Est-ce que vous vous rendez compte du chemin parcouru? Depuis la délinquance, les délits, les menaces, la solitude, le suicide, le travail, Yoshie est passé par toutes ces étapes pour en arriver là. Yankee Teacher est monté dans la hiérarchie politique jusqu'à devenir en 2010 le vice-ministre de l'éducation japonaise. Est-ce que vous vous rendez compte? Le jeune qui a brûlé les cheveux de son professeur est devenu vice-ministre de l'éducation. Ça se trouve en plus, le professeur à qui il a brûlé les cheveux était toujours en état de service lorsqu'il est devenu vice-ministre. Donc c'était le chef du mec à qui il a brûlé les cheveux. Rien de ce que je pourrais vous dire là maintenant ne pourra vous transmettre la fierté qu'il a dû ressentir à ce moment-là. Quoique, une personne a pu être plus fière que lui à cet instant. Il s'agit bien sûr de la Yankee Teacher originelle, si je puis m'exprimer ainsi, Adachi Sensei. Oui, celle qui a toujours été derrière lui pour le soutenir. Une série et même un film leur seront dédiés, basés sur l'autobiographie de Yoshie Hiroyuki, Le rêve d'un Yankee. C'est sur ce film que je me suis appuyé pour certaines illustrations de cette vidéo, et même s'il y a bien évidemment dans le long métrage des rajouts scénaristiques, chaque élément clé a été raconté par Yoshie et Adachi eux-mêmes. Cette enseignante à la patience exceptionnelle a transmis à Yoshie Hiroyuki un flambeau qu'il passera de génération en génération. Et ça au-delà même des frontières du lycée Hokusei Yoichi. C'est celui de donner une seconde chance, d'aider les misérables, de venir en secours aux bannis. Et ça même si parfois, ils ne veulent plus être sauvés. J'ai adoré cette histoire, donc si jamais l'animation et l'histoire vous ont plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec les commentaires, avec les likes, plus que jamais. Mes équipes et moi, on a vraiment bossé comme des dingues dessus. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.